Salam alaikum. Merci, Madame et Monsieur les présidents de séance. C'est un plaisir de se retrouver ici et c'est toujours avec grand plaisir que je suis avec vous. Et officiellement, j'ai juste 10 minutes pour parler et j'ai beaucoup de choses à vous dire. Donc on va essayer, et je prendrai le temps, dans mes 10 minutes, de réserver 1 minute au moins pour rendre hommage à Madame Benjeloun que vous avez vue, qui est une grande dame de la cardiologie, qui a fait beaucoup de choses, et je reviendrai plus de 20 ans en arrière, quand elle est arrivée au service de cardiologie avec cette notion du système nerveux autonome. Quand elle en parlait, beaucoup de confrères trouvaient ça, on va dire ridicule, ou que quelque chose qui n'existe pas, et vous voyez qu'au bout de 20 ans, le système nerveux autonome est là, il est très important, il joue un rôle capital, et je dirais que c'est grâce à elle au Maroc qu'il a pu retrouver une place, et bon courage, Tbarkallah Léa. Merci à Cooper de nous donner cette opportunité. D'abord, je vous demanderai pour les peut-être 9 minutes qui restent de la concentration, parce que on va parler de la variabilité de la tension artérielle, et avec le système nerveux autonome, avec la belle introduction qu'elle a faite. Alors, c'est très important pour comprendre l'hypertension artérielle, cette variabilité. Alors, si vous êtes avec moi, on va y aller, d'accord? Bismillah. Alors, regardez. Voici le cœur avec les afférences et les efférences sympathiques et parasympathiques. Juste pour vous dire que la première variabilité, elle vient de l'intérieur du cœur. On a des mécanorécepteurs qui abront la pression à l'intérieur de la cavité, des mécanorécepteurs et des récepteurs à la tension. Le muscle cardiaque, et si jamais il est étiré et qu'il est sous tension, on comprend qu'il y a beaucoup de volume, et déjà la première réaction, c'est de dire calme, freiner. Et le frein, c'est le parasympathique. Le sympathique, c'est l'accélérateur. Le frein, c'est le parasympathique. Donc, dès qu'il y a de l'intérieur du cœur un gros volume, une forte pression, eh bien, on va jouer sur deux choses, elles sont en rouge, sur la fréquence cardiaque et sur les résistances périphériques. Parce que le système sympathique et parasympathique agit sur les deux. Donc, quand on dit calme ou freiner, ça veut dire qu'on va stimuler le parasympathique. Eh bien, il y a des fibres C non myélinisées qui envoient beaucoup de messages, dire frein, 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 frein. Ça veut dire quoi, frein? Eh bien, il va prendre la voie du 10, le nerf vague, en afférence. Il va dans la moelle épinière, c'est un réflexe. Et il y a un retour encore par le 10, efférence, qui font que il y a ralentissement de la fréquence cardiaque, vasodilatation des artères, et on prévoit une baisse de tension. Parce que le cœur a dit, je vais éjecter beaucoup, le terrain, sur le plan neurologique, et très rapidement, vous voyez qu'il y a vasodilatation, bradycardie, chute tensionnelle, et c'est un premier réflexe. Et dès que la cavité cardiaque pour les prochaines systoles, par exemple on est debout, eh bien à ce moment-là, on va plus dire stop, on est debout, on a besoin justement d'éjecter plus. Voilà. Donc ça, elle en a parlé tout à l'heure, c'est le réflexe de Bézol-Jarisch. Elle en a parlé, c'est quand on passe la position, par exemple debout à coucher, le retour veineux augmente, des pieds, des membres vers le cœur et vers le ventricule gauche, il y aura ce réflexe et il y aura bradycardie. C'est bien, bradycardie et tension artérielle qui baisse. C'est exactement un frein. Et si on se met debout, le contraire. Voilà. Et quand on se met couché, donc le frein en rouge est plus important que l'accélérateur. Et le contraire, quand on fait une attaque de panique, on stimule, c'est l'adrénaline, le sympathique,
alors il décharge beaucoup, 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 et quand il décharge, on est debout, on a peur, l'intérieur du cœur, il n'est pas rempli, il ne donne pas de réflexe, et au bout de la décharge, à la fin, quand on aura tout déchargé, le sympathique, il n'y aura plus que le parasympathique, il n'y aura plus que le frein. Au début, c'est l'accélération. Quand on a une attaque de panique, la tension monte, la fréquence cardiaque monte, et puis quand on a tout déchargé, ça peut descendre tellement bas que ça donne une syncope. Voilà, donc ça c'est les variations tensionnelles, et c'est mon objectif aujourd'hui. C'est postural, debout, couché, c'est émotionnel. Par exemple, si on est énervé, et ça me fait penser que beaucoup de gens viennent au cabinet et nous dire attention, qu'est-ce que vous pensez? Ben, je lui dis, ça veut dire que vous êtes vivant et que c'est normal. On s'énerve, on stimule le sympathique et on monte la tension. Ça ne veut pas dire que vous êtes malade, ça ne veut pas dire que vous avez une hypertension. C'est une variabilité qui est à la rigueur acceptable, sauf si elle dépasse certaines valeurs. Voilà. À côté de ça, eh bien, on a des récepteurs carotidiens qui sont très importants. Regardez, quand la tension est basse, les récepteurs que vous voyez en rouge, eh ben, ils dorment. Et la stimulation, elle est très faible. Mais dès que la tension commence à être normale, on commence à freiner, c'est le frein. Et quand la tension, elle va monter, regardez ça, c'est normal, on stimule un peu le frein. Mais quand la tension monte beaucoup, beaucoup, eh ben on a besoin beaucoup du parasympathique du frein, et à ce moment-là, il stimule beaucoup, et ça finit par donner la bradycardie, vasodilatation, chute tensionnelle. Donc si vous faites attention, il y a deux niveaux de variabilité. Il y a le cœur lui-même à l'intérieur du cœur et les carotides. Très souvent, ça va ensemble. Quand il n'y a pas, on est déshydraté, hypovolémie, le volume cardiaque est faible, et les carotides, la pression est faible. Et au contraire, quand il y a une hypertension, les deux, ça va souvent ensemble. C'est pour ça que, normalement, au repos, en rouge, le frein dépasse l'accélérateur, mais parfois, dans certaines situations, je vais vous les citer, c'est l'insuffisance cardiaque, la sténose aortique ou encore le BAV. Qu'est-ce qui se passe? Dans ces cas-là, eh bien, il y a un problème. Il y a un problème parce que, on va parler comme pour les voitures, l'accélérateur et le frein, c'est que dans l'insuffisance cardiaque, le cœur est distendu, le volume kbir, donc le réflexe en bas, il lui dit attention, il y a beaucoup qui va sortir, eh bien, freinez, alors que les carotides disent je ne reçois pas beaucoup de sang, la pression est faible, et donc je stimule pas le parasympathique, l'adrénaline tchdem bzaf. Et donc c'est comme, j'explique ça comme si vous êtes en même temps vous accélérez et que vous freiniez, vous risquez de caler le moteur. C'est pour ça que dans ces maladies, on a souvent des syncopes. Dans l'insuffisance cardiaque, des troubles du rythme, dans la sténose aortique, il y a des syncopes, et bien sûr dans les... Et donc, c'est cette discordance-là. Alors, j'ai terminé avec ce qui est très dur, un petit peu physiopathologie, mécanisme des variations, mais sachez que la variation à court terme, c'est-à-dire d'une minute à l'autre, 5 minutes à l'autre, eh bien, plus elle est grande, plus elle va occasionner des dommages. C'est très important. On peut prévoir et prédire les personnes qui auront le plus de complications cardiaques, et c'est des facteurs indépendants de pronostic. Deuxièmement, il y a celle qu'on connaît beaucoup en visite au cabinet, c'est Kegilium indolatension mziana, qui après 2 mois ou 1 mois, variabilité d'une visite à l'autre. Parfois, et ça dépend de plein de choses, du jour de semaine,
ça dépend de l'hiver, vous l'avez entendu tout à l'heure. En hiver, كل شيء كتطلع له tension, au moins un point. Pourquoi? Parce que, comme le test du hand grip, quand on prend du froid, quand il fait froid, le système sympathique est activé. Et ça fait monter la tension par rapport à l'été. Et la rigidité artérielle, ça dépend à quel moment de la journée vous prenez la tension. Vous l'avez entendu aussi tout à l'heure, ça dépend aussi à quel moment on a pris, l'hypertendu a pris son médicament. Et ça dépend aussi... la salle d'attente. On a entendu des tas de choses. Je terminerai par cette diapo sur la variabilité en disant que ça dépend de beaucoup de facteurs, la variabilité. Et puis, ce qui intéresse aussi aujourd'hui les labos, et merci de nous donner la parole, c'est qu'il y a certains médicaments qui agissent sur la variabilité mieux que d'autres. Et ça, il y a eu beaucoup d'études, mais avant de parler des médicaments qui agissent, je voudrais rappeler cette étude de Mme Benjeloun. C'est une très belle étude qui a plus de 10 ans, en 2008, et c'est des grandes revues, à la réponse sympathique dans l'hypertension artérielle. Et ça, qu'est-ce qu'elle a constaté? Elle a comparé des hypertendus et des non hypertendus, et les hypertendus ont tous une activité sympathique en moyenne dans l'étude plus forte que les non hypertendus. L'accélérateur, et elle a constaté une chose encore peut-être plus importante, vous allez le lire là, chez l'hypertendu comparé au normotendu, la réponse de la stimulation sympathique, aussi bien centrale et significativement plus élevée, alors que celle du vague, du frein, elle est significativement moins. Donc il y a moins de frein et il y a plus d'accélérateurs. Les deux systèmes ne marchent pas bien. C'est la balance sympatho-vagale qui est complètement déréglée. Et de là, elle a fait ce travail et c'est avec le support du laboratoire Cooper et qui a pu avoir, c'est-à-dire être enregistré comme étant un travail original. C'est quoi? C'est la réponse autonomique à l'amlodipine dans l'HTA. Et en prenant 32 malades, Abrat Lehom, avant de commencer le traitement, l'activité sympathique et l'activité vagale, on les mesure, c'est ça l'étude du système nerveux autonome, et 3 mois après l'amlodipine, elle a réévalué l'activité sympathique, l'accélérateur et le frein. Chez les tests, on n'a pas le temps d'en parler, mais c'est DB, c'est Deep Breath, c'est-à-dire respiration très forte, inspirer très fortement, bloquer, expirer. Inspirer fortement, ça c'est des méthodes, et HV, c'est l'hyperventilation. Et ensuite, elle a utilisé l'orthostatisme, et le HG, c'est le hand grip. Et avec toutes ces méthodes, elle arrive à la conclusion que la stimulation du système sympathique, ça veut dire central, sympathique central, bêta, c'est pour le cœur et en périphérie, souvent. Et qu'est-ce qu'il est constaté? Avant l'amlodipine, l'activité sympathique est très importante, mais ce qui est intéressant, c'est que 3 mois après la prise d'amlodipine, l'activité sympathique, elle est significativement diminuée. Et la réponse vagale, après le traitement à l'amlodipine, ça c'est deep breath, et le deep breath, qui est un témoin de l'activité parasympathique, le frein, après l'amlodipine, il augmente, on freine mieux. Alors que le hand grip et l'orthostatisme, qui sont des témoins de l'accélérateur, eh bien, après 3 mois de traitement. Et donc, elle conclut comme ça que l'activité nerveuse périphérique est diminuée, la centrale avec le mental stress est diminuée et l'activité parasympathique est augmentée. Ça, c'est un travail qui date déjà de quelques années et j'ai été très content de voir que dans un papier tout récent de 2020, American Journal of Hypertension, on compare
la variabilité entre le losartan et l'amlodipine dans l'HTA essentiel, c'est dire qu'elle avait beaucoup d'avance, elle a fait ce travail des années avant ça pour conclure qu'il y a une meilleure, on va dire, on va mieux gérer la variabilité avec l'amlodipine qu'avec le valsartan. Et donc, bravo à Halima, merci Cooper, merci à vous. Si j'ai une seconde juste pour vous dire, ceux qui s'intéressent à l'ECG, ceux qui s'intéressent à la cardio en général, je vous l'ai déjà dit peut-être, mais il y a ce très joli Instagram pour les plus jeunes qui ont l'Instagram, les plus âgés, d'Hero Instagram, parce que maintenant c'est un bon moyen de communiquer, et recherchez cardiologie avec un Y.101. Et mettez, il y a plein de choses, il est en français pour la plupart. Vous avez du niveau le plus bas à des choses difficiles pour tous les niveaux. Et je vous remercie vivement. Merci beaucoup, professeur Alami, pour cet exposé qui nous apporte beaucoup de nouveautés. J'ai une petite question, je ne sais pas, c'est selon mon humble raisonnement. L'amlodipine étant un inhibiteur calcique, tout ce phénomène sympathique, parasympathique, etc., fait intervenir la pompe calcium-sodium. Et donc, ça explique bien l'action de l'amlodipine sur ces phénomènes de réponse à l'hypertension, merci l'hypotension, pour votre question, mais elle est vraiment extraordinaire parce que depuis qu'il y a l'évidence-based médecine, on cherche les preuves. Si on a des preuves scientifiques, on les affirme, mais beaucoup de travaux à l'échelle internationale n'ont même pas d'explication. Et ça me rappelle le losartan il y a 25 ans, quand on disait qu'il a des effets en dehors de réduire la pression artérielle, et on demandait par quel mécanisme. Personne au monde ne pouvait répondre. Et donc, pour l'instant, je n'ai pas de réponse officielle au mécanisme par lequel l'amlodipine agirait sur la variabilité tensionnelle. Il y a plein d'hypothèses. On peut avancer votre hypothèse. On pourra peut-être faire une recherche sur ça, si Cooper sont toujours prêts à travailler sur le sujet. Mais en tout cas, je ne peux pas vous avancer. C'est un mécanisme précis. Mais en tout cas, c'est une vérité qui est connue depuis quelques années. Moi aussi, j'ai quelques questions. Les questions, ça va vous prendre beaucoup plus de temps que le Smithson. Alors, la première question, on a vu dernièrement sur le marché l'apparition d'un bêta-bloqueur avec un inhibiteur calcique. Est-ce que l'un va potentialiser l'autre? Elle dit la première question. La deuxième question, c'est que les hypertendus sont souvent, chez les hommes, ce sont des gens prostatiques. Et il y a, quand on associe un alpha bloquant avec un inhibiteur calcique, ça peut majorer les hypotensions orthostatiques. Est-ce que c'est vrai ou pas? Alors, troisième question. Je ne vais pas les retenir les trois en général. Allez-y. Parce que j'ai autre chose à dire. La troisième question, elle est très simple. C'est la sclérodermie, l'action sur la sclérodermie. Parce qu'il y a et le syndrome de Raynaud, les deux peuvent bénéficier. Est-ce qu'ils peuvent bénéficier de l'amlodipine? Et quatrième question, est-ce que tous les inhibiteurs calciques se valent? Parce que ce n'est pas la même chose. Merci. La première question, l'association bêta-bloquant-amlodipine, c'est une très bonne association qui a ses indications particulières. C'est-à-dire, on connaît les recommandations et ce n'est pas une première ligne de recommandation pour l'HTA de façon générale. Mais pour ceux qui étaient avec nous, là, je pense il y a juste 10 jours ou 15 jours,
On a évoqué les personnes chez qui c'est une très bonne association, les coronariens, ceux qui ont la femme enceinte, il y a des très bonnes indications, mais ce n'est pas un médicament de première intention dans l'âge terme. Ça, c'est pour la première question. Alors, votre deuxième question concernant les alpha-bloquants, tout. Quand il y a un traitement par alpha-bloquant pour un problème d'adénome de prostate, on sait pertinemment que c'est un médicament qui va faire baisser un petit peu la tension artérielle. Chez les personnes qui ont un HTA très sévère et qu'on a parfois du mal à équilibrer, on est heureux, Béchizideux. C'est une très bonne chose, ça nous permet d'équilibrer encore mieux notre tension. Maintenant, chez une personne qui a une HTA modérée, qui est bien équilibrée, qui a du 12-13, et alors là, on fait très attention quand il va commencer son alpha-bloquant. On préfère qu'il commence avec une petite dose. 2, on préfère que ce soit une prise du soir séparée de la prise de l'antihypertenseur, éventuellement le matin. Mais en général, ça se passe bien. Parce qu'il y a des hypotensions orthostatiques. Oui, il y a toujours ce risque-là, bien sûr, et il va se lever au milieu de la nuit, et puis il peut faire une chute. Tout ça, c'est comme ça, on n'y peut rien. Maintenant, dans la sclérodermie, le Raynaud, on sait très bien que l'amlodipine est une bonne indication. Pour le Raynaud, c'est pour la vasodilatation des petites artérioles, et pour la sclérodermie, c'est surtout pour l'HTAP, l'hypertension artérielle pulmonaire de la sclérodermie. Est-ce qu'ils se valent tous? Il y a les dihydropyridines, les non-dihydropyridines. Alors, les non-dihydropyridines, ceux qui sont bradycardisantes, il faut faire attention. C'est eux qu'il ne faut jamais associer à un bêta-bloquant. Par contre, l'amlodipine, il n'y a aucun problème. Merci. Peut-être s'il y a une question dans la salle comme ça, on pourra disposer. Y a-t-il une question dans la salle, s'il vous plaît? Non? Merci à tous. Merci beaucoup.